de ce fond topographique. Donc, je vais créer le modèle numérique de terrain. Voilà, je ne vais pas revenir sur le détail de création de modèle numérique de terrain. Et étant donné aussi que c'est un fond topographique qui a été déjà vérifié, donc il n'y a pas de problème au niveau des points levés. Donc, je vais aller directement à la création du MNT. Les étapes, on les a déjà vues auparavant. Voilà. Donc voilà, je crée mon MNT et ça sera le fond donc, tridimensionnel sur lequel je vais créer mon tronçon de route. Alors, après cela, donc, je vais afficher la barre d'outils qui va me guider tout au long de la création de mon projet. Donc, j'ai ici vous ne voyez pas l'écran? Est-ce que c'est pour tout le monde ou juste Shaima de Las? Alors, elle dit qu'elle ne voit pas mon écran. Les autres? Donc, je conclus que vous avez un problème, Shaima. Donc, vous avez un problème. Essayez de voir quel est le problème. Donc, je vais continuer. Alors, donc je disais que donc, je vais afficher. Alors, s'il y a un problème au moment de l'explication, s'il vous plaît, quelqu'un intervienne directement. Donc, sans écrire de message, vous pouvez le dire directement, comme ça, je peux corriger s'il y a un problème. Alors, je vais afficher la barre d'outils, ici, projet linéaire par profil type. Donc, afficher la barre d'outils du projet. Voilà, donc ma barre d'outils, elle est là. Donc, c'est la barre d'outils qui va me guider tout au long de la création de mon projet. Et comme j'ai dit auparavant, cette barre d'outils, elle est conçue de telle façon à ce que les opérations soient exécutées de gauche à droite. Donc, les différentes étapes sont très bien organisées. Donc, on commence de la gauche, puis on va choisir les options adéquates en allant directement vers la droite. Alors, la première chose à faire, je vais afficher la barre d'outils des axes. C'est une autre barre d'outils qui va m'aider donc à créer les éléments de l'axe en plan, donc notamment les alignements droits, les arcs de cercle, les arcs de clotoïde. Dans certaines versions, ces options-là sont insérées directement dans la barre d'outils projet linéaire. Et comme vous pouvez donc le remarquer, j'ai ici la possibilité ou bien des options pour créer les alignements droits, les options pour créer les arcs de cercle, les options pour créer les arcs de clotoïde. Alors la première chose que je vais faire, je vais créer un nouvel axe. Voilà. Donc c'est juste un exemple, donc je vais l'appeler tronçon par exemple 1. Je peux écrire ici la nature de la route dont fait partie ce tronçon, route secondaire ou autre, donc entre par exemple Lyon, A et B étant des localités par exemple. Ici, je commence par l'abscisse curviligne de départ. Donc, s'il s'agit du premier tronçon de la route, donc l'abscisse curviligne, ce sera 0. S'il s'agit d'une continuité de la route, donc je vais mettre le pk correspondant. Alors, pour l'exemple, donc je vais supposer qu'il s'agit du premier tronçon de la route.
Donc, je valide. Et par la suite, donc, je peux ajouter les alignements droits, les arcs de cercle et les arcs de clotoïde. Alors, moi, je préfère personnellement le faire directement avec les options d'AutoCAD, mais aussi on a ici la possibilité de le faire ici, par exemple, un alignement à partir de 2 points. Donc, si j'ai les coordonnées, je tape les coordonnées des extrémités, puis je trace mon premier alignement droit. La même chose pour les alignements droits suivants. Donc, je vais utiliser plutôt donc, la commande ligne d'AutoCAD. Et je vais par exemple tracer une ligne. C'est juste un exemple. Vous pouvez donc tracer une ligne soit à partir des coordonnées ou bien directement de façon interactive. Mais dans le cas général, donc on prend les données à partir du projet, donc à partir de la conception. Donc je vais tracer ma première droite, par exemple celle-là. Je vais valider. Peut-être je vais mettre, je vais activer le calque 0 et je vais mettre cet alignement sur le calque 0. Je vais créer donc le deuxième alignement droit. Par exemple ici. Puis le dernier alignement droit. Je vais faire comme ça. Voilà. Bien sûr, ici j'ai donné l'exemple, donc le dernier alignement droit, il va dépasser la limite de l'emprise de mon modèle numérique de terrain. Donc si je n'ai pas de données de terrain sur cette partie, ça ne sert à rien donc de continuer l'alignement droit jusqu'à ce point-là. Donc je peux par exemple donc, me limiter. Donc, je peux me limiter. Donc, je vais supprimer ce point et me limiter juste au niveau donc de l'emprise de mon modèle numérique de terrain. Donc voilà, j'ai créé les alignements droits. Par la suite, donc, je vais créer les raccordements. Alors, je vais donner un exemple comme hier, donc un exemple de raccordement circulaire simple, un exemple de raccordement progressif. Donc, pour le raccordement circulaire simple, donc, je vais choisir l'option, à partir des options disponibles, je vais choisir l'option qui s'applique à mon cas. Donc, pour mon cas, j'ai 2 tangentes et un rayon. C'est ce que donc, je vais choisir. Donc, la première tangente, c'est le premier alignement droit. La deuxième tangente, c'est le deuxième alignement droit. Et puis, le rayon, je vais, par exemple, donner un rayon de 200. Voilà. Donc, et mon raccordement est automatiquement dessiné. Donc, je vais faire la même chose, mais cette fois-ci, je vais créer un raccordement progressif. Alors, mon raccordement progressif, il est défini par 2 alignements droits. Donc, il s'agit d'un raccordement entre 2 alignements droits constitués donc d'un arc de clotoïde, un arc de cercle et un arc de clotoïde. Donc, je vais cliquer sur le premier alignement droit, deuxième alignement droit, puis je vais donner les rayons. Donc, le rayon, par exemple, 150, je vais voir, j'espère que ça va passer. Et puis, je vais donner la longueur, soit la longueur de la clotoïde ou bien le paramètre de la clotoïde. Donc, je vais donner, par exemple, la longueur de la clotoïde. S'il s'agit d'un raccordement symétrique, donc je vais avoir la même longueur donc, des 2 arcs de clotoïde à l'entrée et à la sortie du raccordement. Donc, voilà. Donc, je vais agrandir. Donc voilà, j'ai tracé donc les éléments de mon projet. Donc j'ai le premier alignement droit, un raccordement circulaire, puis par la suite, donc
par la suite, donc, le deuxième alignement droit et le raccordement progressif. Donc, un arc de clotoïde, arc de cercle, arc de clotoïde, et puis le dernier alignement droit. Donc, maintenant, j'ai créé tous les éléments de mon axe en plan. Alors, une fois que je termine, donc, dans un projet, je peux avoir plusieurs raccordements, pas uniquement deux, mais je peux avoir plusieurs, donc je vais continuer jusqu'à la fin. Alors, les étapes que j'ai fait, j'ai dit tout à l'heure que normalement les éléments de l'axe proviennent de l'étude, donc de la conception. Mais on peut aussi faire des propositions, donc d'itinéraires d'axes de route de façon interactive, de cette façon-là. Mais pour le faire, il faut avoir les données nécessaires, bien sûr, sur le couloir du projet, notamment les données topographiques. Il faut avoir un levé qui est complet, qui contient également toute la consistance de la zone du projet, les données aussi hydrographiques, etc. Donc, il faut que le fond sur lequel on travaille soit le plus complet possible. Alors, une fois que j'ai tracé les éléments de mon axe, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais donc créer un nouveau projet ici. Donc, je respecte la chaîne de traitement que j'ai expliquée au début. Donc, je vais créer un nouveau projet. Et puis, on me demande de cliquer sur les éléments de l'axe. Donc, étant donné que j'ai fait la création des éléments de l'axe de façon continue, donc j'ai tous les éléments qui sont liés les uns aux autres. Donc, je vais sélectionner un endroit sur l'axe en plan pour que tout l'axe en plan soit sélectionné. Ceci dit, cette option pour Covadis n'est disponible qu'à partir des dernières versions. Pour les versions un peu anciennes, il faut cliquer sur chaque élément de l'axe en plan. C'est-à-dire, je vais cliquer sur le premier alignement droit, l'arc de cercle, le deuxième alignement droit, l'arc de clotoïde, l'arc de cercle, l'arc de clotoïde, et puis ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc voilà, je sélectionne, puis je donne les informations nécessaires sur le projet. Je sélectionne la surface de base, donc qui va constituer la base de tous les calculs par la suite. C'est mon modèle numérique de terrain que je viens de créer, c'est celui-là. Voilà. Et puis je valide. Alors maintenant, j'ai créé un projet. Donc ce projet-là, il constitue l'axe en plan. Et je vais donc continuer les étapes suivantes. Alors je vais m'arrêter là parce que je me souviens hier, quelqu'un m'avait demandé, en passant dans la création de l'axe en plan, il m'avait demandé qu'est-ce que ça veut dire le ripage. Je l'avais expliqué, mais peut-être il y avait un problème au niveau du son, peut-être il n'a pas entendu. Donc je vais réexpliquer le ripage. Alors dans les paramètres qui sont demandés par Covadis, lorsque vous voulez entrer un raccordement progressif, alors on vous demande soit la longueur de l'arc de clotoïde, ou bien le paramètre de l'arc de clotoïde, ou bien le ripage. Alors le ripage n'est autre que la distance qui sépare le point TS, c'est-à-dire le point de tangence entre l'alignement droit et l'arc de clotoïde, et l'arc de cercle. C'est-à-dire si je fais le prolongement de l'arc de cercle, donc à partir du point SC, je fais le prolongement de l'arc de cercle jusqu'au niveau du point TS. Donc je trace la perpendiculaire passant par TS et il intersecte donc cet arc de cercle. Donc à la distance entre TS et la projection sur l'arc de cercle, c'est ce qu'on appelle le ripage.
Donc, j'espère que c'est clair pour celui qui a demandé hier qu'est-ce que ça veut dire le ripage. Et je vais revenir. Monsieur, Oui? monsieur, la perpendiculaire, est-ce qu'elle sera perpendiculaire au premier alignement Non, droit? non, 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 non. Perpendiculaire à l'arc de cercle. D'accord, merci. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est la direction qui passe par TS et le centre du cercle. Donc, je vais revenir ici. Donc, je vais continuer. Donc, une fois qu'on crée le projet, donc on a donc, notre projet, on peut l'éditer. On peut éditer le projet. Par exemple, éditer donc les propriétés du projet, puis certaines options, par exemple, ça je vais l'expliquer par la suite, le calcul automatique, mais ça de toutes les façons, on peut le changer à n'importe quelle étape de l'avancement du projet. Donc voilà, une fois que nous avons créé notre projet, on peut faire ce qu'on appelle la tabulation. Tabulation, tabulation de l'axe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous allons créer les emplacements de profils en travers. Calculer, c'est-à-dire calculer les coordonnées des profils en travers. Donc je vais cliquer ici. Mais avant de faire cela, si vous remarquez ici, je vais faire un agrandissement. Donc étant donné que... Alors je vais modifier ici. Son plan. Je vais éditer le paramétrage. Dans les abscisses, voilà. Je vais éditer le paramétrage. Je vais revenir parce que je me suis rendu compte que nous avons sauté une étape. Je l'avais expliqué hier, mais de toute façon, c'est l'occasion de montrer aussi que même si on n'a pas fait attention à un paramétrage de l'axe en plan, on peut revenir toujours et faire l'édition. Donc, je vais éditer le paramétrage et notamment le paramétrage qui concerne l'emplacement des profils en travers. Alors, par défaut, il m'a donné 25 mètres entre chaque profil en travers. Donc, je vais la changer. Je vais mettre uniquement 20 mètres. Les autres paramétrages, il s'agit uniquement de la description que j'ai faite tout à l'heure. L'affichage, c'est-à-dire les couleurs des différents éléments de l'axe en plan, et puis le marquage, les sommets, c'est-à-dire les sommets avec quel marquage ils seront faits, et puis avec quelle couleur et la taille du marquage. Donc les points caractéristiques comme le début de l'axe, les intersections entre les points de tangence entre les différents éléments de l'axe. Donc je vais valider pour changer. Donc, je vais faire donc un agrandissement. Donc voilà. Donc il a changé automatiquement. Tout à l'heure, c'était chaque 25 mètres. Maintenant, j'ai un profil chaque 20 mètres. Maintenant, je reviens à la tabulation. Donc ici, vous remarquez, je parcours la barre d'outils de gauche à droite. Donc j'ai créé mes éléments de l'axe ici. Par la suite, j'ai défini un projet ici. Puis maintenant, je vais calculer les emplacements des profils en travers. Donc, je vais faire ce qu'on appelle une tabulation de l'axe. Alors, je clique sur tabulation de l'axe et j'ai cette fenêtre qui me permet donc de définir les options de ma tabulation. Alors, je définis ici les positions des profils en travers. Alors, bien sûr, j'aimerais avoir des profils en travers sur les extrémités, c'est-à-dire au début et à la fin. Donc, extrémité veut dire début à la fin. Donc, vous remarquez ici, le début, c'est 0, le P est égal à 0, puis la fin, j'ai 992. Donc, ils sont ajoutés ici, à droite de ma fenêtre. Je vais ajouter les sommets de l'axe. Donc, je coche sommet de l'axe. Alors, sommet de l'axe, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont les points de tangence entre les différents éléments. C'est ce que nous avions appelé les points TC,
CT, TS, SC, CS, etc. C'est-à-dire les points de passage entre un élément de l'axe et l'élément suivant. Donc, ce sont les sommets de l'axe, les points caractéristiques. Donc, je vais ajouter aussi des profils au niveau de ces points. Et également, je vais ajouter des profils à un pas fixe chaque 20 mètres. Donc, je définis ici l'intervalle, la valeur de l'intervalle, et je clique ici pour valider donc l'ajout de ces profils. Donc, je vais cliquer et donc voilà, j'ai en plus des extrémités de l'axe, les sommets et des profils en travers chaque 20 mètres. Donc, vous pouvez le remarquer ici à partir de l'abscisse curviligne. Donc ici, j'ai l'abscisse curviligne 0, puis je vais 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140. Donc chaque 20 mètres jusqu'au point. Alors ici, j'ai le point début du premier arc de cercle. Il est situé au PK 211,77. Et ainsi de suite. Donc jusqu'à la fin du projet. Donc le projet, donc l'abscisse curviligne du point final du projet, du profil final, est égale à 992,34. Alors à gauche, vous pouvez donc bien sûr agir sur certaines options de couleurs, création de calques. Donc ce sont des éléments que vous pouvez donc faire rapidement. Vous pouvez donc éditer rapidement. Et faites attention ici, on coche toujours cette option, incrémenter automatiquement le numéro. Comme ça, si j'ajoute par exemple un profil, il sera pris en compte et la numérotation des profils sera régénérée de façon automatique. C'est-à-dire que je n'aurai pas de saut de numéro de profil. Et c'est très important, que ce soit d'un point de vue pratique pour le calcul du projet, mais également pour tous les travaux d'implantation. Donc, je valide. Voilà, je valide. Donc, maintenant, j'ai créé un profil chaque 20 mètres, plus les points caractéristiques, plus les extrémités de mon projet. Donc, vous pouvez le remarquer ici. J'ai les numéros des profils, profil 16, par exemple, ici. Il est situé au PK 280. Voilà, PK égale à 280 mètres. Et ainsi de suite. Donc jusqu'à la fin de mon projet. Alors bien sûr, en plus de cela, donc vous avez plusieurs options ici. Dans ce menu, en plus de la tabulation, vous pouvez numéroter les tabulations, éditer les propriétés des tabulations. Je clique par exemple ici. Et vous pouvez éditer les largeurs de ces traits, les couleurs, le calque, le texte, la couleur du texte, la taille du texte, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez faire l'édition des tabulations. Alors, vous pouvez aussi faire des éditions géométriques de l'axe, c'est-à-dire le déplacer. Vous pouvez le déplacer et le calcul sera fait de façon automatique. On peut éditer l'axe numériquement. Donc, j'ai ici les éléments de l'axe. Et je peux modifier, donc vous voyez tout ce qui est en blanc, ce sont des cases qui sont éditables. Et donc, vous pouvez modifier les éléments de l'axe en plan. Si vous vous êtes trompé, par exemple, de valeur, vous pouvez venir ici et vous pouvez modifier. Ce n'est pas la peine de commencer dès le début. Vous pouvez modifier un élément. Puis, le calcul sera fait de façon automatique. Il sera régénéré automatiquement. Également, donc, vous avez la possibilité d'avoir des informations sur un point. Donc, il suffit de cliquer sur n'importe quel point de l'axe. Vous allez avoir des informations concernant ce point, un segment de l'axe, et ainsi de suite. Et vous pouvez finalement dessiner les profils en travers du terrain naturel. Profil en travers terrain naturel. C'est-à-dire, là, qu'est-ce que le logiciel va faire? Il va faire la projection du profil, de chaque profil. Et donc, la section va être dessinée
sous forme de profil en travers terrain naturel. Donc, qui n'inclut pas, bien sûr, le projet. Le projet, nous ne l'avons pas encore défini. On va le définir lorsqu'on va définir le profil en travers type. Donc, tous ces éléments-là sont possibles à partir de ce menu. Alors, pour le moment, on ne va pas générer de profil en travers terrain naturel. On va laisser jusqu'à la fin pour les combiner avec les profils en travers type. Donc, on va générer le profil en travers complet. Alors, maintenant, une fois que nous avons fait cela, donc nous avons défini l'axe en plan. Donc, c'est ce qui complète cette première partie de la définition de l'axe en plan. Donc, qui commence par d'abord l'introduction d'un fond topographique, la création des éléments de l'axe, et puis la création de l'axe et la tabulation. Voilà, donc cette première partie. Est-ce que vous avez des questions concernant cette première partie, avant de passer à la partie de création du profil en travers, du profil en long? Vous avez des questions? Monsieur, s'il vous plaît, je n'ai pas bien saisi comment le logiciel va projeter pour dessiner l'axe au plan, l'axe en plan du terrain naturel. L'axe en plan du terrain naturel, vous voulez dire le profil en travers du terrain naturel? Monsieur, je m'excuse, oui. Profil en travers. Donc, il s'agit d'une projection verticale suivant la direction du profil. Alors, par exemple, ici, donc ce qu'il va faire, j'ai ici, par exemple, le profil 9. Donc, il va projeter, il va faire une section au niveau de ce profil dans cette direction. Alors, par exemple, pour générer l'altitude de l'axe, du point de l'axe, donc il a la position du point de l'axe, donc il fait la projection sur la surface tridimensionnelle, le MNT. Donc, il va trouver l'altitude terrain naturel. Puis, par exemple, un point situé, par exemple, à 5 mètres, ici, par exemple, il va faire l'interpolation. L'interpolation, mais puisque nous avons créé le modèle numérique de terrain, donc nous avons déjà une surface tridimensionnelle au niveau de ce triangle-là. Celui-là. Donc, il va projeter le point sur cette surface, sur ce triangle, qui est une surface tridimensionnelle, et il va trouver donc l'altitude de ce point. Donc, qu'est-ce qu'il va faire pour le dessin? Il va prendre les distances à partir de l'axe, puis l'altitude terrain naturel, puis il va dessiner le profil en travers terrain naturel. Donc, il s'agit uniquement donc d'une projection du profil en travers sur le MNT. Donc, voilà. D'autres questions? Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais donc continuer. Alors maintenant, je vais désactiver la barre d'outils d'axe. Maintenant, je vais passer à la partie suivante, ici, à droite. Et dans cette partie, j'ai tous les éléments qui vont nous permettre de définir le profil en lent. Alors, bien sûr, le profil en lent, il faut le définir sur la base du profil en lent du terrain naturel. Donc, je dois créer le profil en lent du terrain naturel. Et puis, le profil en lent projet, je vais le mettre en fonction de ce profil en lent du terrain naturel. Alors, pour avoir le profil en lent du terrain naturel, donc, il suffit de faire une projection de l'axe, ici, projection de l'axe sur le MNT. Donc, on va avoir le profil en lent du terrain naturel. Alors, cette option est faite de façon automatique, donc il suffit de cliquer ici sur cette option, nouveau profil en lent TN. Donc, PL, c'est pour profil en lent, TN, terrain naturel. Donc, je clique ici. Et je dois paramétrer mon profil en lent du terrain naturel. Alors,
Alors, bien sûr, le profil en lent du terrain naturel se base sur un paramétrage qui est défini dans un fichier d'extension PRL, donc que vous pouvez modifier. Donc, vous pouvez entrer ici et éditer les paramètres. Donc, je vais sauter cette étape. On va y revenir par la suite. Puis, le paramètre du profil en lent lui-même, notamment donc, le numéro du profil. Donc, s'il s'agit du premier profil, donc, pour nous, puisqu'il s'agit du premier tronçon de la route, donc ce sera le premier profil. Mais s'il s'agit de la continuité, donc je vais numéroter les profils en lent en fonction des tronçons de route. Le nombre de tabulations, alors il me met ici 57, c'est le nombre de profils en travers qu'il a créé à l'étape précédente. Donc au moment de la tabulation de l'axe en plan. Je vais définir l'échelle horizontale et l'échelle verticale. Alors, pour les profils en lent et les profils en travers, on ne met pas la même échelle horizontale et verticale. Pour une simple raison, on veut bien exagérer un peu la partie verticale pour montrer la variation du terrain. Donc, et puis aussi pour laisser la possibilité de faire la conception par la suite. Donc, on exagère la partie verticale. C'est pour cela qu'on fait un facteur d'exagération qui peut être soit de 5, soit de 10. C'est-à-dire que l'échelle horizontale, si je mets par exemple une échelle horizontale de 1 ou du millième, 1 sur 1000, pour l'échelle verticale, alors je vais mettre soit 1 sur 200 ou bien 1 sur 100. Exagérer. Donc, je vais exagérer la partie verticale, l'échelle verticale. Comme ça, les variations du terrain vont être visibles pour l'utilisateur. Le plan de comparaison, c'est l'altitude du début, donc début de la comparaison pour permettre donc le traçage du profil en lent. Nous avons besoin de définir un plan de comparaison qui soit le plus proche possible des altitudes du terrain naturel et du projet. Bien sûr, il faut que ce soit une altitude inférieure à toutes les altitudes. Et aussi pour gagner de l'espace. Alors, si on met une altitude, un plan de comparaison est égal à 0, nous allons avoir du vide jusqu'au niveau des altitudes utilisées, que ce soit des terrains naturels ou bien du projet. Donc, c'est pour cela qu'on choisit cette altitude. Je vais vous expliquer par la suite, une fois qu'on va tracer le profil en lent. Donc, je vais mettre 37. Alors, automatiquement, il m'a proposé 38. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le calcul de l'altitude inférieure, terrain naturel, au niveau du projet. Puis, il m'a proposé donc l'altitude qui est juste inférieure à l'altitude minimale. Donc, moi, je vais prendre une précaution et je vais retrancher 1 mètre supplémentaire. Donc voilà, ce sont pour le moment les paramétrages de profil que nous allons faire, mais nous pouvons par la suite modifier d'autres paramètres du profil en lent. Alors en bas, vous avez des options uniquement de dessin. Vous voulez supprimer les profils en lent existants de numéros identiques. Par exemple, si vous créez un profil en lent et puis vous créez un deuxième profil en lent qui porte le même numéro, est-ce qu'il le supprime ou non? Côté les tabulations secondaires, donc si nous avons une tabulation secondaire, est-ce qu'on va faire la cotation, c'est-à-dire est-ce qu'il faut mettre les informations correspondantes, oui ou non? Fractionner la zone de dessin en 2 fenêtres, si on veut donc mentionner donc, la partie planimétrique et la partie altimétrique à part. Donc moi je vais les mettre côte à côte dans la même fenêtre. Et puis dans le cas où on travaille en VRD, donc cette option permet de dessiner les génératrices des canalisations, des câbles, etc. Ce n'est pas le cas pour cet exemple. Donc je vais valider. Alors il me demande où vous voulez insérer. Donc insérer le profil en lent, point bas gauche du profil en lent. Donc je vais cliquer ici, le mettre juste à côté de mon axe en plan.
Donc voilà. Donc j'ai donc mon profil en là. Salman Hamzaoui. Oui. Je n'ai pas reçu de demande de rejoindre la réunion. Qu'elle fait la demande, puis je vais accepter. Alors, je vais revenir ici. Donc, voilà, donc j'ai créé le profil en langue du terrain naturel. Donc, j'ai ici le profil en langue du terrain naturel. Alors, ce qui est en vert, c'est le niveau du terrain naturel. Donc, c'est la projection de notre axe en plan sur le fond topographique. Alors, ici, vous avez ce qu'on appelle le cartouche, donc, dans lequel on retrouve un certain nombre d'informations du projet, donc notamment le numéro de profil en travers. Donc, les numéros commencent à partir donc, du premier profil que nous avons créé, le profil P1, jusqu'au profil P57. Donc, nous avons créé 57 profils en travers. Nous avons ici l'altitude terrain naturel au niveau de l'axe de chaque profil, puis l'altitude projet qui n'est pas encore renseignée, mais qui va l'être une fois que nous allons définir le profil en lent du projet. Ici, donc, nous avons la possibilité aussi de renseigner l'écart terrain naturel projet pour savoir quelle est l'altitude entre le projet et le terrain naturel, les distances partielles entre profils, 20 mètres, etc. Et puis les distances cumulées à partir du début jusqu'à la fin. Voilà. Donc, je disais, donc les écarts, les distances partielles, terrain naturel, les distances cumulées, et puis les distances partielles projet et distances cumulées projet, ils seront renseignés une fois que nous allons introduire le projet, c'est-à-dire le profil en non projet. Et puis ici, donc les informations sur les pentes et les rampes, c'est-à-dire les déclivités, ils vont être renseignés une fois que nous allons les définir. Et puis en bas, nous avons les informations sur les éléments de l'axe en plan. Donc les alignements droits, les arcs de cercle, les arcs de clotoïde, etc. Donc par exemple ici, j'ai la longueur du premier alignement droit qui est égale à 200 mètres. Et puis par la suite, j'ai mon arc de cercle, donc où on retrouve les 200 mètres comme rayon que nous avons introduit tout à l'heure, et la longueur de l'arc de cercle. Puis par la suite, le deuxième alignement droit, qui est cette longueur ici. Puis l'arc de clotoïde, avec son paramètre et sa longueur. Et puis l'arc de cercle. Et puis finalement, donc, le deuxième arc de clotoïde avec le dernier alignement droit. Donc ici, dans le profil en lent, nous retrouvons tous les éléments du projet. Donc, les informations sur les éléments de l'axe en plan, les informations sur le terrain naturel au niveau de l'axe, pour chaque profil en travers, et également, une fois que nous allons définir le profil en lent du projet, nous allons avoir aussi des informations sur le profil en lent du projet. Alors, ce profil du terrain naturel, alors tout à l'heure j'ai parlé de plan de comparaison, il s'agit de cette ligne, de ce niveau-là. Le plan de comparaison, c'est ce niveau. Alors vous pouvez comprendre qu'on ne peut pas choisir un plan de comparaison est égal à 0, parce que si on met est égal à 0, ça veut dire que nous allons avoir les génératrices qui vont descendre jusqu'à un certain niveau. C'est une perte d'espace. Pour optimiser l'espace et aussi le papier par la suite, lorsque nous allons tracer
les plans des profils en lent. Donc, on choisit un plan de comparaison qui est proche des altitudes du projet et du terrain naturel. Donc, le plan de comparaison, c'est ce niveau-là. Donc, ça veut dire, à ce point, nous avons une altitude de 37 mètres. Et puis, par exemple, ici, nous avons une altitude de 40 mètres. Ça veut dire, entre ici et là, nous avons 3 mètres. Multiplié par, il faut prendre en considération l'échelle verticale. Donc, l'échelle verticale, nous l'avons définie, est égale à 1 sur 200. Et donc, normalement, nous allons avoir 3 cm fois 5. Donc, c'est 15 cm. Nous allons avoir 15 cm. Donc, ici, on retrouve les échelles. Donc, échelle horizontale 1 sur 1000 et puis l'échelle verticale 1 sur 200. Alors, sur ce profil en lent du terrain naturel, nous pouvons maintenant définir le profil en lent du projet. Alors, soit que nous disposons des éléments du profil en lent, donc nous allons venir ici puis les introduire, ou bien on peut se baser aussi, dans certains cas, on peut se baser directement sur le profil en lent du terrain naturel, et d'ailleurs c'est ce qui est fait dans la phase étude. On prend en considération le profil en lent du terrain naturel, puis on essaie d'optimiser les terrassements, c'est-à-dire tout en respectant les normes liées à la définition du profil en lent, pour chaque catégorie de route. Donc, on va essayer d'optimiser les terrassements, c'est-à-dire il faut que le volume de déblai soit proche, sinon légèrement supérieur à celui du volume de remblai, pour assurer une autosuffisance du projet, c'est-à-dire que les matériaux qui vont être extraits des déblais vont être réutilisés dans les remblais. Donc, on essaye d'optimiser, d'équilibrer, donc d'équilibrer entre le déblai et le remblai, et on essaie aussi de minimiser le volume de terrassement de façon générale. Et la troisième chose sur laquelle on travaille, c'est essayer aussi d'optimiser les mouvements de terrain. Qu'est-ce que ça veut dire optimiser les mouvements de terrain? C'est-à-dire que essayer au maximum que un déblai, les matériaux extraits d'un déblai, soient réutilisés dans le remblai suivant ou bien précédent, pour qu'il n'y ait pas beaucoup de déplacements, beaucoup de transport de matériaux dans le projet, parce que le transport aussi fait grimper le budget du projet. Et donc, on essaie aussi d'optimiser les mouvements de terrain, ce qu'on appelle l'optimisation du mouvement de terrain. Donc, je répète, dans la conception, de façon générale, dans la conception du profil en lent du projet, on essaye de regarder ces trois paramètres, c'est-à-dire il faut équilibrer les terrassements, on essaie d'avoir le volume de déblai proche du volume de remblai. Donc, généralement, on préfère un peu plus parce qu'on n'utilise pas tous les matériaux extraits. Certains matériaux ne sont pas réutilisables dans les remblais. C'est pour cela que donc le volume de déblai est généralement légèrement supérieur à celui du volume de remblai. Donc, premier paramètre, il faut essayer d'équilibrer. Donc, les deux volumes soient proches, déblai et remblai soient proches. Deuxième paramètre, il faut minimiser les volumes de terrassement. C'est-à-dire que la somme des remblais et déblais, il faut que ce soit le minimum possible, dans la limite du possible, c'est-à-dire tout en respectant les normes des profils en lent, de création de profils en lent, on essaye de minimiser les volumes de terrassement. Et le troisième paramètre, c'est qu'on essaye donc d'optimiser donc les mouvements de terrain pour minimiser les déplacements lorsqu'on exécute les terrassements. Pour cela, donc, il faut essayer au maximum. Ce n'est pas toujours possible, mais on essaye au maximum d'avoir les matériaux qui sont extraits d'un déblai soient utilisés dans un remblai proche, soit le suivant ou bien le précédent.
pour optimiser les déplacements donc, au niveau, lors donc, du transport des matériaux de terrassement. Donc voilà, donc en respectant ces trois contraintes, bien sûr en plus du respect des normes de conception, c'est-à-dire les valeurs géométriques que nous avons vues, que ce soit au niveau des déclivités ou bien des valeurs des rayons de courbure. Sur cette base-là, on va donc définir le niveau du projet. Alors ici, dans ce qui suit, je vais donner juste un exemple, en supposant que nous avons respecté tout cela. Donc je vais vous montrer maintenant, en utilisant donc Covadis, comment faire pour dessiner le niveau du projet. Alors ici, vous avez toujours dans le menu profil en lent. Donc nous avons défini le profil en lent du terrain naturel. Nous allons venir ici dans la partie construction du projet. Construction du projet. Et nous allons commencer par définir les alignements droits. Alors dans cet exemple, je vais donner... Bon, allez-y. Donc je vais choisir par exemple deux raccordements paraboliques. Un raccordement parabolique d'une courbe saillante et d'une courbe rentrante, même si le terrain naturel ne s'apprête pas à cela, mais juste pour vous montrer donc comment on fait, je vais choisir deux courbes. Donc je vais tracer les alignements. Donc je vais commencer par le premier alignement. Donc, je vais sortir. Voilà. Et je vais donc créer les alignements droits. Alors, une fois que je clique ici sur alignement droit, j'ai donc ce message qui apparaît en bas, point de départ. C'est-à-dire il faut définir le point de départ de l'alignement droit. Alors, vous pouvez le faire de façon interactive, c'est-à-dire vous pouvez cliquer l'emplacement que vous voulez, mais nous avons aussi une autre possibilité, c'est de commencer à partir d'un profil, c'est-à-dire la position d'un profil. C'est ce que je vais faire. Donc, je dois commencer par le premier profil, en travers, donc la première position. Et en bas, on me dit point de départ, si je veux cliquer directement, ou bien relatif à un profil. Donc, la lettre qui est en majuscule, c'est R. Donc, je vais choisir l'option relatif à un profil, pour dire que je veux commencer à partir d'un profil défini. Donc, je vais taper R, en majuscule, en minuscule, c'est la même chose. Voilà. Et on me demande de donner le numéro du profil en travers de référence. C'est-à-dire, vous voulez commencer à partir d'un profil en travers, lequel? Donc, je vais donner le numéro. Donc, le numéro du profil, c'est le profil 1. Donc, P1, je vais taper P1. Voilà. Distance horizontale par rapport au profil. C'est-à-dire, maintenant que j'ai défini le profil en travers à partir duquel je vais commencer, est-ce que je veux commencer exactement à partir du profil ou bien avec un décalage de 1 mètre, moins 1 mètre, 2 mètres, moins 2 mètres? Donc, je peux définir un décalage. Alors, pour mon cas, donc, je veux commencer exactement à l'emplacement du profil. Et donc, je vais taper la distance 0. Donc, je vais introduire la distance 0. Voilà. Et je dois définir l'altitude. Alors, il me propose ici l'altitude 40,91. C'est l'altitude du terrain naturel. Altitude du terrain naturel. Est-ce que je veux garder cette altitude ou bien mon projet, il est situé à une altitude supérieure ou bien inférieure? Alors, je vais choisir une autre altitude. Je vais mettre par exemple 42. C'est juste un exemple. Dans le cas général, donc soit on utilise directement les données émanant de l'étude, ou bien si on est dans la phase d'étude, on essaie de respecter les quatre contraintes que je viens de citer. C'est-à-dire, nous avons les normes, nous avons l'équilibrage des terrassements, minimiser les terrassements et également optimiser les mouvements de terrain. Donc, je vais mettre une altitude de 42. Donc, voilà, je suis situé ici, 42. Alors, maintenant, vous remarquez en bas, ici, vous avez les options pour tracer le point suivant. Alors, vous avez plusieurs options.
les options, soit vous définissez une déclivité, notez ici pente, et une longueur, c'est-à-dire vous définissez la déclivité, puis la longueur, ou bien vous pouvez définir une différence d'altitude et une distance, une altitude et une distance, un numéro de profil et une distance, et ainsi de suite. C'est-à-dire vous avez plusieurs options pour tracer le point suivant. Vous pouvez par exemple dire le point suivant il est situé à 200 mètres avec une déclivité de 2%, par exemple. Ou bien vous pouvez dire mon point il est situé à 200 mètres et il a une altitude telle. Donc au lieu de donner la pente, vous donnez directement l'altitude. Ou bien vous pouvez dire que mon point il est situé sur le profil P19. Donc ce sont quelques exemples d'options que vous avez en bas. Donc vous avez plusieurs possibilités pour tracer le point suivant. Alors, je vais réduire un peu pour voir où je suis. Voilà. Alors, vous pouvez aussi faire de façon interactive, c'est-à-dire vous pouvez cliquer à l'endroit que vous voulez. Donc tout ça, ce sont des options que vous avez. Alors pour cet exemple, je vais choisir par exemple d'introduire de façon interactive. Donc je vais cliquer par exemple à l'emplacement volume et nous allons essayer d'autres options pour les points suivants. Donc je vais cliquer par exemple ici. Voilà. Donc j'ai terminé. Donc je clique plusieurs fois pour terminer donc le premier alignement droit. Donc j'ai terminé le premier alignement droit. Maintenant je continue comme ça pour tracer les autres alignements. Donc, je vais répéter. Si je vais utiliser le même point final, donc je vais activer l'accrochage aux objets. Donc voilà. Et je vais tracer le point suivant. Je vais enlever l'accrochage aux objets. Je vais définir par exemple, je vais définir un point situé par exemple au niveau d'un profil. Donc je vais utiliser une autre option. Je vais utiliser par exemple un point situé au profil 42. Donc je vais dire mon point suivant, il est situé au niveau du profil 42. Pour cela, je vais regarder ici quelle est l'option. Normalement, je dois avoir aussi un menu contextuel. Donc voilà, dans le menu contextuel, je peux choisir les différentes options qui sont en bas, qui sont ici. Les options qui sont ici, je peux les choisir directement ici. Alors, par exemple, si je veux définir le point suivant par rapport à un profil, donc il suffit de regarder quelle est l'option correspondante. Alors, l'option correspondante, c'est l'option qui va me permettre d'introduire le numéro du profil, la distance par rapport au profil et l'altitude. Donc, je vais choisir donc l'option, celle-là, le numéro de profil, la distance par rapport au profil et puis l'altitude. Donc, je choisis cette option et j'ai donc dans l'invite AutoCAD numéro du profil en travers de référence. J'ai dit tout à l'heure, c'est quel profil? C'est le profil 42, je crois. Bon, c'est juste un exemple. Donc, je vais mettre par exemple le profil 41. Voilà. La distance par rapport au profil, je veux dire, par exemple, il n'est pas situé au niveau du profil, mais à 1 mètre. Donc, je vais introduire 1 mètre. Et puis, l'altitude, j'aimerais qu'il soit un peu inférieur au terrain naturel. Donc, je vais mettre une altitude qui est inférieure au terrain naturel. Je vais mettre 48. Voilà. Donc, j'ai terminé le deuxième alignement droit.
Allez-y, activez s'il vous plaît le micro, vous pouvez poser votre question. Ne faudrait-il pas respecter la distance de l'alignement droit pour sélectionner le point? Oui, monsieur, c'est la question que je veux poser parce que sur le tronçon, on a un premier alignement droit, on a un arc de cercle, un second alignement droit, puis un raccordement progressif et enfin un troisième alignement droit. Mais dans le profil en long du projet, pour définir ça, bon, vous n'avez pas suivi la distance. Je ne sais pas si c'est juste à titre d'exemple ou voilà, il faut qu'on respecte au fait la distance de l'alignement droit lorsqu'on veut sélectionner le point. Euh, d'accord, c'est une bonne question, mais comme nous avons vu, il y a une norme qui régit donc la coordination de la conception de l'axe en plan et du profil en long. Et les règles qui s'attaquent à ce point-là, c'est-à-dire de coordination de la conception de l'axe en plan et du profil en long, ils ont un souci principal qui est celui de ne pas laisser le conducteur surpris par un changement inattendu du profil en long ou bien de l'axe en plan, alors qu'il est dans un raccordement de l'un des deux. Par exemple, on est dans un raccordement vertical, donc au niveau du profil en long, une courbe saillante, par exemple une courbe saillante, et que le conducteur et que le véhicule, il est sur une rampe, c'est-à-dire une déclivité positive. Alors, en arrivant vers la bosse, il n'a pas beaucoup de distance de visibilité. Donc, le concepteur a dit, il faut faire attention, dans la coordination de l'axe en plan et des profils en long, il ne faut pas que le conducteur soit surpris au niveau de ce point par un changement de l'axe en plan. C'est-à-dire, par exemple, une courbe, donc un raccordement au niveau de l'axe en plan. Le conducteur, il est sur une rampe, il s'approche du sommet, il n'a pas assez de visibilité, il ne faut pas qu'il soit surpris par un changement donc de l'axe en plan. Alors, pour remédier à cela, le concepteur, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, soit qu'il faut rapprocher le plus possible les raccordements au niveau de l'axe en plan et au niveau du profil en long, c'est-à-dire il faut qu'ils soient confondus, pas confondus, mais proches. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes longueurs. Et d'ailleurs, ce n'est pas possible parce que les propriétés géométriques de la parabole ne sont pas les mêmes que les arcs de cercle et les arcs de clotoïde. Mais l'essentiel, c'est d'essayer de les confondre, de les rapprocher le plus possible, ou bien de les séparer complètement. C'est-à-dire, il faut que les raccordements au niveau du profil en long soient sur des alignements droits de l'axe en plan. Il faut qu'ils soient séparés. Donc, pour éviter ce problème-là au niveau de la conduite. Mais on n'est pas obligé d'avoir les mêmes distances. Alors, je reviens maintenant à votre question. Vous dites, est-ce qu'il faudrait respecter la distance de l'alignement? Je dis non. Il ne faut pas la respecter. On n'est pas obligé de la respecter. C'est-à-dire, si j'ai, donc je vais revenir à mon axe en plan. Alors, j'ai mon alignement droit qui fait 211 mètres,77 m. Ça ne veut pas dire que au niveau de l'alignement droit du profil en long, je dois avoir la même distance. Non. Alors la norme me dit, il faut juste que lorsque vous prévoyez une courbe, il faut qu'elle soit au niveau de la courbe de l'axe en plan, ou bien il faut qu'elle soit à l'extérieur, complètement à l'extérieur, pour éviter qu'un conducteur soit surpris par un changement brusque alors qu'il
un changement brusque de l'axe en plan alors qu'il est au niveau d'un raccordement parabolique. J'espère donc que vous avez compris. J'ai répondu à votre question. Oui, monsieur. Donc, on n'est pas obligé d'avoir la même distance. Et je profite de l'occasion pour vous dire, maintenant, dans l'explication, dans la présentation ici, je ne fais qu'une démonstration de l'outil Covadis. Donc, par exemple, dans un cas réel, je vais faire attention à ce que mes sommets soient le plus proches possible ici. Ou bien, j'essaie d'éviter d'avoir donc les deux en même temps pour être en conformité avec la norme. Chose que j'avais dit pour les valeurs de rayon et les valeurs de paramètres d'arc de clotoïde, j'avais dit qu'ils sont donnés à titre indicatif. Dans la démonstration, je ne respecte pas, maintenant, je ne respecte pas la norme. C'est juste la démonstration de l'outil Covadis. Donc, je continue. J'étais au niveau du dernier, je crois, le dernier alignement droit. Donc, je vais mettre le dernier alignement droit. Donc, je vais choisir ici l'accrochage. Voilà. Et donc, je vais aller directement. Donc, je peux choisir aussi une des options ici. Ou bien directement donc, le fixer sur le dernier profil. Alors, lorsqu'on arrive au dernier profil, donc il vaut mieux donc, le fixer sur le dernier profil. Donc, je vais le fixer sur le dernier profil. Je crois que c'est le profil S57. Voilà. 57. Donc, le point doit être exactement sur le profil. Donc, je vais introduire une distance égale à 0. Et puis, l'altitude, je vais le mettre un peu plus haut pour avoir en même temps une partie d'éblé et une partie de remblai. Donc, ici, j'ai une valeur de 52,8. Donc, je vais mettre une valeur de 55, par exemple. Voilà. C'est terminé. Donc, les alignements droits. Donc, j'ai tracé ici les alignements droits. Donc, j'ai uniquement les alignements droits. Maintenant, sur la base de ces alignements droits, je dois créer les courbes verticales, donc les courbes paraboliques. Alors, vous pouvez remarquer ici que pour l'optimisation, donc j'ai une partie ici de remblai, une partie de déblai, une partie de remblai. Mais on peut toujours donc, soit voir ça visuellement, mais malheureusement pour le profil en lent, il nous donne une information uniquement au niveau de l'axe, et non pas aux extrémités, c'est-à-dire au bord des profils en travers, mais il nous donne une indication uniquement au niveau de l'axe, puisque ici il s'agit d'une projection longitudinale suivant l'axe de la route, mais quand même ça nous donne une première indication. On peut par la suite ajuster le projet pour respecter l'équilibrage des terrassements, pour minimiser les terrassements. On peut par la suite le modifier, donc il n'y a pas de problème. Même si on a tracé un profil en lent, on peut l'éditer. Alors voilà, donc une fois que j'ai tracé les alignements droits, je passe au raccordement parabolique. Alors ici, bien sûr, vous avez d'autres types de raccordements qui sont utilisés, par exemple, dans le cas de la voirie urbaine. On ne demande pas, donc les raccordements peuvent être des raccordements uniquement circulaires. Pour les routes de race campagne, donc il faut que le raccordement soit des raccordements paraboliques. Donc c'est pour cela que nous allons utiliser cette option de raccordement parabolique. Et donc nous avons ici la possibilité de faire le raccordement en utilisant plusieurs options. Un raccordement en sélectionnant le sommet, c'est-à-dire le point le plus haut, pardon, pas le point le plus haut, mais c'est-à-dire le point milieu de la courbe, et puis le rayon, ou bien 2 points et le rayon, ou bien 3 points, c'est-à-dire des points de passage. On peut définir
notre raccordement à partir de 3 points de passage. Et nous avons d'autres options qui incluent tangente de point, tangente point rayon, et ainsi de suite. Alors pour notre cas, puisque nous avons 2 alignements droits, donc nous allons chercher l'option qui nous donne la possibilité d'utiliser 2 alignements droits, donc 2 tangentes. Donc nous avons ici 2 tangentes avec la possibilité d'introduire une valeur de rayon. Donc c'est l'option que je vais choisir. Alors ici, on me demande de sélectionner le premier segment à raccorder. Donc je vais cliquer sur le premier alignement droit. Sélectionner le deuxième segment. Donc je vais sélectionner le deuxième alignement droit. Celui-là. Et je dois introduire la valeur du rayon de la parabole. Donc cette valeur-là, normalement, je dois l'avoir, je dois respecter les normes, mais je dois l'avoir aussi au niveau de la conception. Sinon, je vais utiliser une valeur qui me permet d'optimiser les terrassements. Bien sûr, tout en respectant la valeur minimale qui est exigée par la norme. Alors pour cet exemple, donc je vais taper par exemple la valeur de 15 000. 15 000. Voilà, vous pouvez remarquer. Donc, alors pour avoir un peu plus de remblai, je vais changer. Vous voulez garder ce raccordement, je vais dire non. Et je vais plutôt introduire une valeur de 10 000, inférieure à celle que j'ai utilisée auparavant. Donc voilà, maintenant j'ai un peu plus de remblai ici. Donc je continue. Est-ce que vous voulez garder ce raccordement? Oui, je vais le garder. Et je vais sélectionner donc le raccordement suivant. Donc j'ai ici le deuxième alignement droit et le dernier alignement droit. Et on me dit que vous avez une valeur maximale de 10 000. Donc je vais introduire une valeur de, je vais laisser valeur de 10 000, voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà. Donc je vais le garder. Voilà. Donc j'ai terminé. Donc vous pouvez remarquer que j'ai maintenant mon projet, ou bien j'ai uniquement juste les éléments du projet. Je dois créer donc une courbe du projet à partir de ces éléments. Donc j'ai un alignement droit, une courbe parabolique, puis un deuxième alignement droit, une deuxième courbe parabolique, puis un dernier alignement droit. Alors l'étape suivante, ça va être de créer, toujours dans la construction projet, donc je vais passer ici et je vais créer une courbe projet. Création d'une courbe projet, c'est-à-dire qu'à partir de ces éléments-là, je vais créer une courbe de mon projet. Courbe qui va correspondre donc au niveau du projet. Alors on me dit de sélectionner les éléments du projet. Donc je vais sélectionner un à un les différents éléments. Donc le premier alignement droit, la courbe parabolique, donc la première courbe parabolique. Deuxième, je peux aussi faire une sélection multiple, mais je fais comme ça pour vous montrer donc les différents éléments. Donc j'ai ici, peut-être, attendez, peut-être j'avais une intersection entre les deux. Ça ne va pas poser de problème. Voilà, les deux courbes sont tangentes. On verra par la suite. Puis, le dernier alignement droit. Voilà. Ah oui, donc j'ai... il y a un problème, ces deux éléments sont discontinus. Donc, Si vous avez oublié un petit tronçon entre les deux courbes. donc je vais voir,
revenir. Donc, je vais répéter. Soit que j'ai oublié, ou bien en fonction des rayons que j'avais introduits, peut-être que la longueur de la deuxième courbe donc chevauche avec la première. Donc voilà, c'est là. Ah oui, vous avez raison. Ah, très bien. Voilà. Donc, est-ce que vous voulez conserver? Donc, je vais conserver. Une fois que je sélectionne l'ensemble, voilà. Donc, j'ai défini ma courbe projet. Donc, c'est celle que vous voyez ici en rouge. Et d'ailleurs, dans le jargon routier, on l'appelle la ligne rouge. Donc, lorsqu'on parle de ligne rouge, c'est la ligne du projet. Donc, voilà, j'ai défini la ligne rouge, donc la ligne du projet, donc de mon profil en long du projet. Et automatiquement, le cartouche est rempli, donc il est renseigné. Donc, automatiquement, j'ai les altitudes. Alors, je vais revenir. Tout à l'heure, nous avions donc les altitudes terrain naturel. Maintenant, donc, nous avons les altitudes projet. Donc, nous avons les altitudes projet, les distances, donc les altitudes, voilà, les altitudes projet sont là, puis les distances partielles et distances cumulées du projet. Donc, notre profil est complet, donc avec les informations correspondant au terrain naturel, les informations de l'axe en plan, en bas, et également les informations du profil en long. Alors ici, par exemple, donc j'ai une longueur du premier alignement droit avec la déclivité. Donc il s'agit d'une rampe de 2,14. Donc j'ai les informations des raccordements. Donc raccordement parabolique, premier raccordement parabolique, donc avec le rayon et la longueur du raccordement. Et vous avez aussi également les éléments de l'alignement droit. Ce petit alignement droit. Et puis le dernier alignement droit. Donc comme ça, on complète la partie définition du profil en long, du projet. Alors, dans ce même menu, donc, vous pouvez accéder à beaucoup d'options, notamment l'option de modification de la ligne du projet, c'est-à-dire la ligne rouge que nous venons de créer, on peut la modifier. Donc, vous pouvez par exemple soit la déplacer, faire un déplacement vertical. Si vous voulez la déplacer, quitter. Je vais essayer de sauvegarder pour ne pas avoir de problème. Voilà. Donc je vais revenir ici. Je disais qu'on peut faire un déplacement vertical. Donc si j'introduis une valeur négative, donc je vais réduire le niveau du projet. Et si j'introduis une valeur positive, donc je vais augmenter le niveau du projet. Ou bien, donc nous avons cette option, c'est juste qui fait un déplacement vertical, ou bien on peut également modifier les éléments. Donc ici, vous avez édition de la courbe projet. Édition de la courbe projet. Vous entrez et vous allez retrouver tous les éléments de la courbe, c'est-à-dire du profil en long du projet, de la ligne rouge. Et vous pouvez modifier. Donc, toutes les cases qui sont en blanc ici sont éditables. Donc, vous pouvez les modifier. Donc, vous modifier les déclivités, les valeurs de rayon. Mais également, vous pouvez, ici, vous avez une petite flèche. Si vous cliquez, vous pouvez aussi modifier les points d'intersection des alignements droits. Donc, vous pouvez aussi agir
vous avez le point d'intersection et le point début. Donc, vous pouvez les changer. Donc, l'essentiel que vous avez la possibilité, même si vous avez introduit, vous voyez, par exemple, que vous n'avez pas équilibré au niveau des terrassements. Donc, vous pouvez changer. Si peut-être vous n'avez pas respecté une norme, par exemple, concernant les valeurs de rayon ou bien les déclivités, vous pouvez donc éditer et changer. Alors, une fois qu'on fait cela, donc on peut aussi questionner le profil en lent. Donc, on peut avoir des informations sur un point particulier, un segment, ou bien l'information sur le projet complet. Par exemple, sur un point particulier, donc vous allez venir ici au niveau du point et vous cliquez et vous avez les informations sur le point. Voilà. Vous pouvez remarquer, je m'arrête, et vous avez le PK, S, petit s, le PK, l'altitude du terrain naturel, et vous avez l'altitude du projet. Donc vous vous déplacez comme ça au niveau du projet, comme vous voulez, que ce soit le projet ou bien terrain naturel, et vous avez donc la possibilité d'avoir les informations correspondantes. Donc ça fait partie des choses que vous pouvez consulter. Donc vous avez aussi la possibilité de consulter un segment du projet ou bien les informations sur le projet, c'est-à-dire les informations complètes. Donc vous pouvez les avoir dans un listing, comme ça. Donc vous avez toutes les informations de la ligne rouge. Donc les valeurs des rayons, le point haut, les coordonnées X, Y correspondant, l'altitude des terrains naturels. Donc je vais fermer. Alors, une fois que nous sommes satisfaits dans notre profil en lent, on va faire une nouvelle tabulation. C'est très important. Une nouvelle tabulation, c'est-à-dire on va revisiter la création de l'emplacement des profils en travers. Si vous vous rappelez l'exercice que nous avons fait de façon numérique, vous étiez appelé à, une fois que vous calculez le profil en lent, aussi de calculer les altitudes des points caractéristiques et les coordonnées des points caractéristiques, que ce soit du profil en lent ou bien de l'axe en plan. Donc, lorsqu'on fait une nouvelle tabulation, ça permet de générer donc, des profils en travers aux emplacements à d'autres endroits, notamment les points caractéristiques du profil en lent et de l'axe en plan. Donc, je vais faire une nouvelle tabulation. Voilà. Alors, j'ai ici l'emplacement des profils que j'ai créés à l'étape précédente au niveau de l'axe en plan. Donc, j'ai mes 57 profils qui ont été créés tout à l'heure, profils en travers. Et je vais ajouter des profils aux endroits caractéristiques, notamment donc, les extrémités de la courbe de la ligne rouge, c'est-à-dire du profil en lent du projet. Ce sont les points début courbe, fin courbe, etc. Donc les points caractéristiques. Point haut ou bien point bas, aussi, je dois avoir un profil en travers, donc un emplacement de profil en travers. Donc, vous pouvez remarquer, donc à chaque fois que je coche ici, j'ai coché sur les extrémités, et donc automatiquement, en bleu, vous remarquez les nouveaux profils qui ont été créés automatiquement. Alors, point haut et point bas, donc puisque j'ai deux courbes, une courbe saillante et une courbe entrante, donc je vais avoir un point haut et un point bas, donc 2 points. Donc ça va me rajouter 2 autres points. Donc vous pouvez les voir ici. Donc j'ai ici un point bas, peut-être que j'ai un point haut ici, un point haut, et là j'ai un point bas. Les milieux de raccordement, même si, d'un point de vue implantation, les calculs ne sont
pas important, mais pour le suivi, oui, on peut les ajouter. Par contre, ce qui est important, c'est de matérialiser les intersections entre le terrain naturel et le projet, c'est-à-dire les points ici. Là où nous avons donc le profil en long du terrain naturel qui intersecte au niveau de l'axe. Ici, on ne parle pas d'entrée en terre. Ici, nous sommes au niveau de l'axe du projet, de l'axe de la route. Et donc, les intersections entre le terrain naturel et le projet, c'est très important d'ajouter ces profils en travers. Ils sont importants, que ce soit au niveau pratique sur le terrain, les prendre en considération parce que ça va permettre de guider les travaux, d'optimiser donc les travaux, et aussi pour les calculs de volume, calculs de cubature. Puisque les calculs sont faits entre profils, si on ne prend pas en considération ces intersections, nous aurons des erreurs de calcul de volume. Donc vous pouvez le comprendre facilement. Par exemple, j'ai un profil ici et un deuxième profil qui est de l'autre côté, alors qui sont situés tous les deux comme étant bon, le premier il est en remblai et le deuxième il est en déblai, mais si vous faites le calcul de volume, vous n'allez pas savoir exactement où est-ce que l'intersection est effectuée. C'est pour cela qu'il faut créer un profil en travers au niveau de l'intersection terrain naturel et profil du projet. Donc je vais les ajouter. Donc ils sont ajoutés ici. Voilà, intersection TN Pro, c'est-à-dire intersection entre le terrain naturel et le projet. Et bien sûr, pour des besoins soit de calcul du projet ou bien des besoins liés aux implantations, on peut ajouter n'importe quel profil. Par exemple, si à un point particulier, nous avons un ouvrage hydraulique et que nous aimerions ajouter un profil en travers au niveau de ce point-là pour avoir de l'information sur le terrain, puis calcul des coordonnées, de l'emplacement du profil, on peut l'ajouter. Donc on va ajouter une abscisse, un emplacement défini, et ainsi de suite. Donc on peut aussi définir d'autres profils en travers d'intérêt, autres que ceux-là. Donc on va valider. Voilà, j'ai validé. On peut faire un listing maintenant. Si on veut, on peut faire un listing. Est-ce que quelqu'un a activé le micro? J'entends un bruit. Non. D'accord. Alors, on peut donc calculer, bien faire un listing de notre projet, toujours au niveau de la tabulation. Alors, vous remarquez ici que la numérotation des profils a été effectuée de façon automatique, puisque nous avons donc coché cette option d'incrémentation automatique des numéros de profil. Et donc, à la première tabulation de l'axe en plan, nous avions 57 profils. Donc, après l'ajout des points caractéristiques, nous avons 67. Donc, 10 profils de plus, 10 profils en travers de plus. C'est très important de les ajouter, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit pour le calcul du projet ou bien pour les opérations de terrain. Donc, voilà. Donc, ça termine cette partie de création de profils en long. On peut faire un listing des tabulations, si on veut. On peut les sortir. Donc, voilà, j'ai un listing des tabulations dans lequel j'ai donc tous les éléments calculés ici, c'est-à-dire l'emplacement donc au niveau de l'axe, donc des profils en travers, l'abscisse curviligne, la distance partielle, et puis les coordonnées, donc X, Y, l'altitude projet et l'altitude terrain naturel. Donc, c'est un premier listing de tabulation du projet, donc qui inclut les informations planimétriques et altimétriques du projet. Donc, nous avons les informations pour les 67 profils.
Donc voilà. Alors, en bas, donc, vous avez d'autres possibilités, notamment les possibilités pour remplir la cartouche. Si vous remarquez par exemple que votre cartouche n'est pas remplie, vous pouvez activer ici pour que l'information soit actualisée, soit mise à jour. Ou bien si vous avez modifié un élément, que ce soit de l'axe en plan ou bien du profil en long, pour que la génération soit faite. Alors, si vous remarquez qu'elle n'a pas été faite de façon automatique, vous pouvez activer cette option remplissage du cartouche et donc ça va être fait de façon automatique. Peut-être qu'il y a une question. Je vais arrêter ici. Donc, si vous avez des questions sur ce que nous avons vu jusqu'à ce point, la batterie, non, il reste 24 minutes. Merci beaucoup. Vous avez des questions? Monsieur, j'ai une question. Oui. Dans tout ce qu'on a vu jusque-là, il ne s'agit que du profil en long de la projection verticale. Est-ce qu'il y a une manière de définir au fait la largeur du projet, c'est-à-dire l'emprise sur Covadis? Est-ce qu'il y a une manière de faire ça ou bien on verra ça la prochaine fois? Et le profil en travers? Oui. Oui, oui, bien sûr, il y a une manière de le faire. On est en train de respecter la logique de la création d'un projet. Donc, il faut commencer donc, par l'axe en plan, profil en long, puis par la suite, donc, la définition du profil en travers et l'application de ce profil en travers pour le calcul du projet complet. Donc, on arrivera dans l'étape suivante à la création du profil en travers. D'autres questions? Alors, pas de questions. Je remarque que beaucoup d'étudiants quittent la réunion, quittent le cours. Bon, on va arrêter donc là et on va continuer la séance prochaine. Merci, monsieur.